le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Joyeux lundi. Première sortie de la page internationale pour cette semaine. Il faut se remettre à neuf pour démarrer en beauté la semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François et Smith Jean-Julien. Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Un tribunal birman a condamné lundi l'ex-chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires. Le Covid a indiqué à l'AFP un porte-parole de la junte. Voici un reportage signé Euronews. Une nouvelle condamnation à la prison pour Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante de la Birmanie a été condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid-19. C'est la première peine prononcée contre Aung San Suu Kyi depuis le coup d'État de la junte en février dernier. Mais elle est poursuivie par l'armée au pouvoir pour de nombreux autres chefs d'accusation. Elle pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Peu avant le verdict du tribunal, un petit groupe de personnes avait organisé une manifestation éclair contre les dirigeants militaires à Rangoon. Le portrait du général à la tête du pays depuis février a été brûlé. L'action a duré 1 minute en tout et pour tout afin d'éviter une répression violente. Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, avaient remporté les élections de 2015 et 2020. Le coup d'État a mis un terme brutal à la transition démocratique qui avait cours dans le pays depuis 10 ans. La pandémie entraîne une hausse des morts du paludisme. La pandémie de Covid-19 ne doit pas faire oublier le paludisme en 2020. La lutte contre cette maladie a fortement reculé dans le monde. Le nombre de nouveaux cas et de morts a bondi. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le Covid est sur toutes les lèvres. Pourtant, le paludisme fait tout autant de victimes. Dans son rapport 2021 sur la maladie, l'Organisation mondiale de la santé dresse un bilan sombre. En 2020, le paludisme a affecté 241 millions de personnes à travers le monde. C'est 14 millions de plus qu'en 2019. Il y a une semaine, l'OMS s'alarmait déjà. Nous sommes sur la mauvaise voie pour atteindre nos objectifs de 2030 et la divergence par rapport à la trajectoire que nous devrions suivre continue d'augmenter. Il s'agit donc de tirer la sonnette d'alarme. Si nous ne prenons pas des mesures décisives et urgentes, les cibles clés ne seront pas atteintes. L'Afrique paie le plus lourd tribut. 96% des 627 000 décès liés à la maladie ont été recensés sur son sol. Les 3/4 sont des enfants de moins de 5 ans. En octobre dernier, le premier vaccin antipaludique a commencé à être déployé. Un moment historique dans la lutte contre le paludisme et un soulagement intense pour de nombreuses familles. Dans ma famille, j'ai eu de gros problèmes à cause du paludisme. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour emmener mes enfants à l'hôpital pour les soigner. Mais en amenant mon enfant ici aujourd'hui pour le vaccin, je suis tellement reconnaissante à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, le paludisme n'existe plus dans ma maison. La semaine dernière, le conseil d'administration de l'Alliance du vaccin a débloqué une enveloppe de 155 millions de dollars en faveur du programme de vaccination. Une somme certes importante, mais sera-t-elle suffisante pour enrayer l'avancée de la maladie ? Selon l'OMS, des efforts substantiels sont encore à fournir. Nobel de littérature, Abdulrazak Gurnah reçoit son prix. Coronavirus faisant froid, c'est à Londres lors d'une cérémonie sans faste. Le Tanzanie a reçu son prix. Voici un reportage signé Africa News. C'est lundi à Londres que le prix Nobel de littérature 2021 a reçu sa médaille et son diplôme des mains de l'ambassadrice de Suède. Première étape avant la cérémonie prévue à Stockholm en Suède le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. C'est des mains du roi de Suède que le Tanzanien devait recevoir son prix comme le veut la tradition. Mais le coronavirus a changé la donne. Abdulrazak Gurnah, 72 ans,
a été consacré pour ses écrits sur l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique de l'Est et le sort des réfugiés. Il est notamment opposé à l'attitude des gouvernements européens face à l'immigration. Outre la médaille et le diplôme, le lauréat recevra aussi une enveloppe d'1 million d'euros. Eh bien, en ces quelques mois de l'élection présidentielle en France, tous les yeux sont virés sur la France, dont le premier tour aura lieu le 10 avril. La campagne électorale commence à prendre forme, avec des candidatures qui se multiplient de tous les côtés de l'échiquier politique. Le correspondant de Radio-Canada, Raphaël Bouvier-Auclair, pour un reportage dans cette page internationale pour ce aujourd'hui. Quelques jours après l'annonce controversée de sa candidature, Éric Zemmour veut marquer son entrée en scène. Devant des milliers de partisans, il annonce la création de son mouvement politique. Nous partons à la reconquête de notre pays pour le retrouver. Des cris et des applaudissements dans le cadre d'un événement également marqué par des épisodes tendus, des journalistes brièvement mis à l'abri par la sécurité et des affrontements entre partisans et militants antiracistes qui se sont invités dans la salle. Rien pour empêcher le candidat de présenter ses priorités. Arrêtez immédiatement les flux. Dès les premières semaines de mon mandat, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. En martelant ses messages sur l'immigration et l'identité, Éric Zemmour veut séduire les électeurs de l'extrême droite, mais aussi ceux de la droite traditionnelle. La candidate fraîchement élue du Parti Les Républicains lance ce message à ses partisans qui pourraient être tentés d'appuyer Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Nul besoin d'être insultant pour être convaincant. Vous le savez, les marchands de peur ne sont jamais efficaces dans l'action. De l'autre côté du spectre politique, la gauche est aussi divisée. Sur la ligne de départ, le Parti socialiste et les écologistes, mais aussi la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui tenait également un grand rassemblement électoral dimanche. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. À près de 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le paysage politique est morcelé. C'est sans compter plus au centre le président sortant Emmanuel Macron, dont la candidature n'est toujours pas officialisée. Un nombre élevé d'aspirants présidents qui rend l'élection imprévisible. Ça a un impact majeur parce que ça fait que mécaniquement, la barre pour se qualifier pour le deuxième tour, elle est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que vous n'avez que Emmanuel Macron qui est à un niveau supérieur à 20%. Donc beaucoup de candidats peuvent se dire « oui, j'ai une chance de me qualifier ». En avril, les candidats devront aussi faire face à un autre adversaire, la tentation de l'abstention, une option qui a pris de l'ampleur lors de récentes élections. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Paris. Direction la Gambie, avec 53% des voix, le sortant Adama Barrow a été déclaré dimanche très largement vainqueur de la présidentielle en Gambie. Une proclamation saluée dans les rues de Banjul par des dizaines de milliers de supporters, mais contestée par ses adversaires. Voici un reportage signé France 24. Ils exultent dans les rues de Banjul. Ces Gambiens fêtent la victoire de leur candidat, le président sortant. Lui qui avait promis de ne pas s'attacher au pouvoir comme les anciens chefs d'État, vient d'être réélu pour 5 ans. Et cette fois, ce n'est pas un concours de circonstances. Né dans l'ouest de la Gambie, Adama Barrow étudie dans une école islamique de la capitale. En 1996, 2 ans après la prise de pouvoir de Yahya Jammeh, il adhère à l'UDP, le Parti démocratique unifié. 11 ans plus tard, l'homme d'affaires en est le trésorier. Membre de l'opposition assidu mais discret, il reste dans l'ombre du leader, Ousseynou Darbo. Mais en 2016, le secrétaire général du parti est arrêté. Il faut trouver un plan B pour la présidentielle. Adama Barrow, l'inconnu, passe alors de l'ombre à la lumière. Il fait tomber Yahya Jammeh et met fin à 22 ans de dictature. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude, changer et développer notre pays. Le nouveau président met donc en place plusieurs promesses de campagne. Il stoppe le processus lancé par l'ancien président pour que la Gambie quitte la CPI.
Il réintègre le Commonwealth, retire l'étiquette d'État islamique au pays et affirme souhaiter de nouvelles élections dans 3 ans. Sur ce point, il ne tient pas parole. Autre sujet qui lui fait défaut, il avait promis de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Nous n'allons pas enquêter uniquement sur Yahya Jammeh, mais nous allons enquêter sur tout ce qui s'est passé au cours des 22 dernières années. Plus de 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Le mois dernier, le rapport Vérité et Réconciliation remet ses conclusions. Adama Barrow promet une nouvelle fois d'agir. Mon gouvernement étudiera attentivement le rapport pour prendre les mesures appropriées. Réélu à 56 ans, le président Barrow a encore de nombreux chantiers sur la table, notamment économiques. La Gambie est le 19e pays le plus pauvre du monde. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston. Il fait beau temps aujourd'hui. 62 degrés Fahrenheit. 17 degrés Celsius. C'est pas mauvais. Voilà. Eh bien, Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi accompagné de la radio. Joyeuse semaine. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.